propos. Donc je me présente, moi je suis Franck Vuong, je suis le fondateur de la société Epsilon et donc c'est le troisième live, on fait des lives régulièrement, environ une fois tous les mois, pour vous présenter différents sujets de notre activité qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, le sujet que j'aborde avec vous et qui était donc dans l'invitation est le management de la transition. Alors, c'est un petit peu mystérieux peut-être comme terme. On parle ici de la transition sociale, écologique et économique des entreprises par rapport à justement un monde un petit peu nouveau qu'on appelle de nos voeux. Et finalement, pour parler de cette transition, on va plutôt on va commencer par parler de la raison d'être d'Epsilon. Je voudrais que cette session soit assez interactive, donc vous n'hésitez pas à laisser vos micros ouverts si vous voulez intervenir, d'autant que je vais vous interpeller. Vous pouvez également réagir dans le chat parce qu'il y aura des petits quiz sur lesquels je vais vous poser des questions. On est quelques-uns ici. Je suis ici même dans les locaux d'Epsilon et je ne suis pas seul. Il y a une foule assez considérable juste en face de moi que je ne peux pas vous montrer, mais qui est là. Non, c'est vrai en plus. Et donc, pour commencer, donc du coup, pourquoi Epsilon? L'idée, c'est avant de parler de la façon dont on a réalisé notre transition et de partager cette expérience, c'est pourquoi on l'a réalisée. Et pour cela, je voudrais d'abord qu'on fasse quelques pas de côté et, et partager avec vous quelques constats. Juste, chose que j'ai oubliée, on est ensemble pendant 45 minutes. Normalement, il y en a 30. Et on va espérer que ce soit ça, pendant lesquelles je vous présente des choses, mais sur lesquelles vous pouvez intervenir. Et puis, il y en aura ensuite 15, dans lesquelles on pourra avoir un débat et des questions-réponses. Avant cela, donc du coup, pour comprendre la raison d'être d'Epsilon et pourquoi on parle de transition, je voulais partager avec vous quelques constats sous forme d'un peu dans lequel on agrémentera de quelques questions et de quiz. Le premier constat, ça concerne la biodiversité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, les spécialistes de la biodiversité mondiale font le constat malheureux que nous sommes en cours de la 6e extinction de masse du vivant, que la planète est connue. Celle-ci concernant du coup est la première depuis que l'homme est sur la planète. Quelques chiffres pour l'illustrer, 68% de la population sauvage vertébrée a disparu en 40 ans, et surtout en fait c'est l'accélération de la disparition qui en fait quelque chose de dramatique et assez largement imputable aux humains, puisqu'on a une détérioration de la biodiversité qui est entre 100 et 1000 fois plus vite que dans toute l'histoire du vivant. J'avais une question pour vous, et c'est là que je vais commencer à vous demander de répondre, soit oralement, soit par le chat. Il y a 5 causes connues de l'érosion de la biodiversité. Est-ce que vous pourriez me les citer? Oui, Anthony. Anthony est une cause? Oui, la déforestation. La déforestation. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Bonjour, il n'y a pas quelque chose autour de la pollution ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Vous pouvez aussi les écrire si vous voulez, si vous êtes timide et vous ne voulez pas parler. Moi, j'aurais tenté l'élevage intensif. L'élevage intensif, ouais. Peut-être pas, mais je tente. Si, en tout cas, c'est une des sous-catégories des causes qui sont là, que vous verrez Le juste changement après. climatique? Le changement climatique est une des causes de l'érosion de la biodiversité. Alors, Anthony, tu as cité la déforestation de manière un peu plus large, elle y contribue, mais elle rentre dans une catégorie qui est même un peu plus large. Oui, puisqu'après, il y a aussi l'acidification des océans, donc en fait, c'est l'impact des humains. Ouais, mais disons que dans la déforestation, en fait, il y a un sujet un peu plus vaste qui va derrière. L'acidification de l'océan, on est plus effectivement dans une forme de pollution. Des idées dans la salle? J'interpelle mon public. Non? Tu attends un mot, attends un mot, c'est ça? J'attends certains mots qui n'ont pas été prononcés, effectivement. En fait, je sais plus comment c'est le mot, mais c'est anthropo quelque chose. Non, alors ça c'est pour dire que c'est la faute des humains, et c'est vrai, mais c'est plus des causes un peu plus précises. Alors je vais vous les donner.
parce que les 5 causes de l'érosion de la biodiversité, la première, c'est la destruction des habitats, dans lequel on a la déforestation, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme envahit l'espace de façon à réduire les habitats des écosystèmes. La surexploitation des ressources naturelles, et donc je crois qu'il y a une personne qui avait parlé d'exploitation un peu intensive. Le changement climatique est une des causes, les pollutions, qui ont été citées en sont une autre, et enfin les espèces exotiques envahissantes et invasives, c'est-à-dire les espèces qui migrent du fait de la non-pérennité de l'habitabilité de leur écosystème naturel et qui vont dans d'autres écosystèmes et les perturbent. Ça, c'est les 5 causes de l'érosion de la biodiversité. Je vous renvoie à un atelier qui s'appelle La fresque de la biodiversité, qui est excellent, et si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Pour continuer dans les trucs réjouissants, on va parler d'un autre sujet, on va parler du climat. Sujet un peu plus, on va dire, connu, même si malheureusement trop un peu sous-estimé dans les médias. Quel est l'objectif international sur le climat? Pourquoi ils sont tout contents, les gens, là, sur la photo là? À cause de l'accord de Paris, Ouais. pour essayer de limiter les réchauffements climatiques à plus 1,5 degré. Absolument. Donc, l'accord de Paris, c'est limité en deçà de 2 degrés et le plus proche possible de 1,5 degré la hausse de la température. Quand on parle de hausse de la température, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, hein, c'est ça le point de référence. Et juste pour un ordre de grandeur, quand on cherche à limiter à 2 degrés ou à 1,5, lors de la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, la différence de température par rapport à aujourd'hui était en moyenne de 5 degrés seulement. Donc 1, 2 ou 5 degrés, ce sont des modifications considérables en fait, des conditions d'habitabilité. Aujourd'hui, on est dans une trajectoire qui nous pousse plutôt entre 3 et 4 degrés si on ne change rien, alors qu'on voudrait la maintenir à 1,5. C'est dû à quoi? Là, je vais un peu arrêter les questions-réponses pour accélérer. C'est dû à nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2. Ce CO2 qui a explosé en fait en termes d'émissions depuis, on va dire, le début de l'ère industrielle, donc 1850, et en particulier l'explosion de la société de consommation en 1950. Et en fait, ces gaz à effet de serre, ce CO2, il va dans l'atmosphère, il empêche le rayonnement infrarouge pour se redissiper dans l'espace, et donc il maintient la chaleur sur Terre. Et en fait, le rapport du GIEC, dont vous avez peut-être entendu parler, je vous renvoie vers un autre atelier qui s'appelle La fresque du climat, qu'on anime d'ailleurs si vous voulez en savoir plus. Mais les rapports du GIEC ont pu faire la corrélation entre ces émissions de gaz à effet de serre et la hausse de la température. Et donc du coup, ils savent projeter également sur cette courbe qui est un peu compliquée. On a ici la hausse des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2020, jusqu'à là où on est aujourd'hui. Et on a ici les scénarios de réduction des émissions qui sont nécessaires pour pouvoir maintenir la température, la hausse de température sous les 2 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en fait, c'est comme si on avait un budget, c'est-à-dire qu'on a tellement émis de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on peut désormais, on sait la quantité maximale qu'on peut continuer d'émettre dans l'atmosphère pour rester sous les 2 degrés. Et on sait également que si on dépasse cette quantité-là, ben, mécaniquement et physiquement, on ira au-dessus des 2 degrés. Cette courbe-là, qui est donc notre objectif de trajectoire du réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, elle dit une chose, elle dit que d'ici 2050, il faut qu'on ait considérablement réduit par personne nos émissions et arriver à un chiffre qui ne va peut-être pas vous parler si vous n'êtes pas trop proche du sujet, arriver à ce que chaque personne, chaque être humain limite ses émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes de CO2 par an. Alors ça peut paraître un petit peu abscon lorsqu'on n'est pas trop concerné par le sujet, mais avant de rentrer plus précisément sur ces 2 tonnes, petite question, qu'est-ce qui émet le plus de CO2 selon vous chez un Français ou une Française moyenne? La voiture. L'avion. Alors, c'est Marie-Lou qui a dit la voiture, c'est Annick? Non. Non, c'est moi, oui, c'est qui dit la voiture. Eh ben, c'est une bonne réponse. Donc ici, on a la décomposition des émissions de CO2 chez un Français moyen, 10 tonnes de CO2 par personne. Vous vous souvenez que l'objectif d'ici 2050, c'est 2. 10 tonnes de CO2 par personne en France, avec 2 tonnes rien que pour la voiture, l'avion étant aussi un point important, mais assez inférieur à la voiture. Et puis on retrouve d'autres émissions importantes, en particulier le gaz et le fioul pour se chauffer, et l'alimentation carnée, qui représente à elle seule, chez un Français moyen, quasiment 1 tonne.
Et donc, lorsqu'on dit qu'il faut rester sous les 2 degrés, ça veut dire qu'il faut passer en, on va dire, 30 ans, de 10 tonnes à 2 tonnes, donc diviser par 5 nos émissions, et on le sait déjà, diviser par 2 dans la décennie qui arrive, donc un gros challenge qui s'offre à nous, qui est devant nous. Après, pour boucler ce sujet un peu du climat, et on pourrait se dire du coup, il y a peut-être un problème qu'on est trop nombreux, parce que si on était moins nombreux, on pourrait tous émettre un peu plus. Alors c'est pas faux hein, comme pensée, mais il faudrait aussi ajouter à cette réflexion ici, on voit les émissions de CO2 par rapport à la richesse dans le monde. Et donc ce graphique, il dit que les 10% des plus riches qui sont en haut, ils émettent 50% des gaz à effet de serre, quand les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. Donc on a vraiment un souci plus de redistribution et d'inégalité que de surpopulation, d'autant plus quand on voit que dans les 10% les plus riches, on se situe ici la ligne rouge, le SMIC net français. Donc ça, c'est l'Observatoire des inégalités, l'Oxfam, qui a fait ces études-là. Et puis si on fait un zoom sur la France, on se rend compte également qu'on a le même sujet, puisque lorsqu'on on va dans les pourcentages des plus riches, là complètement à droite, les 1% les plus riches émettent 56 tonnes de CO2 par personne, quand le français moyen c'est 10, et que celui qui se situe à peu près à 50%, c'est-à-dire au milieu du niveau de richesse, est plutôt autour de 7 tonnes. Donc on a vraiment un lien direct entre richesse et empreinte carbone, et donc on a du coup une question qui rapproche la question environnementale de la question sociale et de la question des inégalités. Je fais court parce que je n'ai que 30 minutes, mais je pourrais être tellement plus long sur le sujet. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi le rapport avec Epsilon? C'est quoi le rapport avec le management de la transition? Parce que là, on a parlé de la biodiversité, du climat et des inégalités. Et c'est quoi le rapport avec l'entreprise? J'ai une nouvelle question pour vous, pour essayer d'y répondre et pour vous donner une grille de lecture. C'est ce schéma, ce graphe. Est-ce que vous savez ce qu'il représente? Ce qu'on consomme en termes de ressources disponibles sur Terre à l'année? Waouh! Alors tout à fait, et l'évolution de cette consommation-là, et donc ce qu'on appelle en fait, et c'est de cette surconsommation-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, peut-être Anthony, ça te parle, tu veux détailler le sujet ou? Je ne saurais pas le détailler aussi bien que toi. Faut pas dire ça. Le jour du dépassement, c'est le jour où on a fini de consommer en termes de ressources planétaires ce que la planète est capable de régénérer. Donc en fait, en 1970, on avait besoin d'une planète Terre, c'est-à-dire que ce jour-là, il arrivait totalement à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on consommait en une année ce que la planète est capable de régénérer. Et puis depuis, on voit que ça dérive, il y a différentes variations, mais on voit qu'il y a une tendance vraiment à ce que ce jour se rapproche de plus en plus dans l'année. Il est aujourd'hui situé à peu près au mois de juillet. On voit ici un beau recul de ce jour en 2020, on devine pourquoi. Le Covid. Le Covid, absolument, qui nous a Tout permis... chez nous. Voilà. Et aujourd'hui, on a ce sujet donc qu'on surconsomme les ressources planétaires. Alors pourquoi là? J'en parle dans le cadre de l'entreprise, parce que comment on appelle quelque chose qu'on a à disposition, mais qu'on consomme, en fait, on va au-delà de la quantité de ce qu'on a à notre disposition. On y va au-delà, et en plus on y va chaque année encore plus au-delà. Ça s'appelle une dette. C'est-à-dire qu'on s'endette. On s'endette chaque année depuis 1970, et on s'endette toujours plus. Et si on le reprend un rapprochement qui est plus peut-être dans le champ traditionnel des entreprises, c'est si pour votre entreprise, chaque année, en fait, vous avez un budget, puis chaque année, vous dépensez plus que le budget que vous avez, puis l'année suivante, vous redépensez plus que le budget que vous avez, et puis l'année suivante encore, à un moment, d'une part, probablement, il y a quelqu'un qui va vous arrêter, soit votre commissaire au compte, soit votre banquier, soit les deux en même temps. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire d'un ou d'une chef d'entreprise qui gère son entreprise, qui gère son budget, puisqu'on parle de budget, on a parlé de budget carbone tout à l'heure, là on peut parler de budget, on va dire, de ressources planétaires, qui gérerait son budget comme ça, on dirait probablement que c'est un ou une mauvaise chef d'entreprise, probablement à raison d'ailleurs, avec
j'attire votre attention là-dessus, ce truc un peu particulier que si on reprend la comparaison avec, par exemple, les finances et la banque, quand le banquier vous appelle pour vous dire vous êtes déficitaire, vous allez avoir des agios et là en fait vous êtes à découvert et il faut que vous remboursiez, du coup vous faites en sorte de le rembourser, vous faites en sorte de renflouer. Ici on ne peut pas renflouer, puisqu'une fois qu'on a consommé des ressources planétaires, on ne peut pas les reproduire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le banquier en plus, il pourrait vous donner, et parfois il le fait d'ailleurs, hein, il pourrait vous donner de la latitude en disant bah, c'est votre créancier, il dit ok, je vous donne 1, 2, 3 ans pour être capable de rembourser cette dette que vous avez. Alors qu'en général, il y a une certaine orthodoxie où on a quand même très peu de marge de manœuvre là-dessus. Et donc en fait, les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hyper rigoureux sur les aspects financiers. Puis en revanche, sur les aspects des ressources planétaires, ils sont assez négligents parce qu'ils consomment on consomme tous chaque année beaucoup plus. Il n'y a personne qui nous demande de rembourser et tout le monde trouve ça normal. Donc le lien, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à comprendre que tous les bouleversements, biodiversité, climat et inégalité qui nous touchent doivent être gérés, en fait, sont quand même de notre responsabilité, parce qu'au bout du compte, c'est une mauvaise gestion de notre budget, de notre budget carbone, de notre budget de ressources planétaires. On pourrait commencer à se dire que c'est aussi l'affaire des entreprises qui sont quand même qui ont également leur part de responsabilité de gérer ça. Et c'est ça qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire que alors j'ajoute une chose pour continuer sur les inégalités mondiales. Ici, c'est le jour du dépassement, j'avais oublié ce slide, par pays. Donc en fait, on voit qu'au niveau mondial, on est plutôt au mois de juillet, mais si on regarde en France, on a quand même notre grosse part de responsabilité. Il est encore plus tôt, il est le 7 mai, quand au Qatar, il est le 9 février, quand au Luxembourg, il est au 15 février, quand aux Émirats arabes, il est le 7, et puis derrière, on voit que dans des pays qui sont moins développés et surtout beaucoup plus pauvres, eh ben, on a des jours de dépassement qui arrivent beaucoup plus tard. Donc on a véritablement une question de responsabilité, nous, en tant que pays occidental d'une part, et surtout je dirais, moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tant que chef d'entreprise, de devoir gérer cet enjeu-là, une fois que j'en ai pris conscience, comme avec la même rigueur, voire même peut-être avec plus que celle qui me conduit à gérer les enjeux financiers de mon entreprise, parce que si je prends ce sujet de la dette au sérieux, alors je dois prendre ce sujet du climat, de la biodiversité et des ressources planétaires au sérieux également. Voilà, pour aussi citer Greta à l'issue de la COP26, on pourrait se dire c'est une affaire de pouvoir public et il faudrait que les politiques publiques et mondiales se mettent en marche. Sauf que quand elles ne le font pas, on peut aussi essayer de prendre notre part en tant qu'entreprise, en tant déjà qu'individu et aussi en tant qu'entreprise pour pouvoir agir et essayer de changer les choses à notre échelle. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Epsilon. On essaye de le faire, mais je dirais que cette prise de conscience, elle n'est pas non plus... elle est assez récente, mais on essaye de le faire depuis plus longtemps que ça. Parce que nous, au début, chez Epsilon, on a une singularité qui est, je fais un petit retour en arrière, qui est l'innovation managériale qu'on a en place chez nous depuis 2015. Cette innovation managériale, elle est... vous la connaissez, elle a déjà fait l'objet d'un live d'ailleurs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous renvoie vers notre chaîne YouTube sur laquelle ce live est disponible si vous souhaitez en savoir plus, ou sur notre blog où vous aurez pas mal de ressources par rapport à ça. Innovation managériale inspirée des entreprises opales libérées qui nous a conduit à avoir en fait des résultats en termes d'impact social, puisque en fait en redonnant, en responsabilisant nos salariés par un management par la confiance et le consensus et la responsabilisation du groupe, un management très horizontal, il y a eu des impacts sociaux qui ont été extrêmement positifs, qu'on a pu mesurer une fois que cette transformation a été opérée, avec dans un secteur qui est plutôt majoritairement masculin, une égalité des genres tant dans le nombre que dans l'accès aux responsabilités que dans dans les salaires, et également une réduction des inégalités, une hausse constante du salaire médian, une baisse constante de l'écart entre les hauts et les bas salaires, et ça, on a eu des vertus sociales qui étaient fortes, et du coup, on a pu avoir, nous,
des bons points en termes de RSE quand on présentait ces sujets-là. Et les gens nous disaient ah putain c'est génial parce que vous avez une stratégie RSE qui est super bonne. Et quand on en a entendu ça, on s'est dit ah bon, d'abord c'était pas trop notre objectif parce qu'on faisait plutôt du management, mais on s'est dit tiens on se fait interpeller sur la RSE, on va regarder un peu ce que c'est. Et on a mesuré nos impacts environnementaux et on s'est rendu compte que nos impacts environnementaux ils n'étaient pas terribles parce qu'on avait surtout en fait par ce management géré les aspects sociaux. Et qu'on pensait être des gens vertueux parce qu'on éteignait la lumière le soir et qu'on faisait le tri des déchets. Mais en fait, en mesurant nos impacts environnementaux, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien plus importants que ça. On croyait que dans le numérique, on n'avait pas beaucoup d'impact, on s'est rendu compte que si, et on s'est dit qu'il fallait se mobiliser. Et donc en 2019, on a ajouté à nos stratégies RSE un volet environnemental fort, à base de sensibilisation autour de sujets d'ateliers tels que la fresque du climat, qu'on continue d'animer tous les mois. Il y a des ateliers qui ont lieu tous les mois chez Epsilon, et ça aussi vous pouvez voir soit sur le site de la fresque, soit sur le site d'Epsilon, de participer à ces ateliers-là. On a fait notre bilan carbone, on s'est formé à l'impact environnemental du numérique, on s'est formé à l'éco-conception, et on a commencé du coup à étoffer nos stratégies RSE de manière assez forte sur tous ces sujets-là pour être plus vertueux de ce point de vue-là. Et puis, donc on était plutôt assez content de tout ça, et est arrivé le Covid. Et le Covid, pardon, et une prise de conscience, en fait, quand est arrivé le Covid et le confinement, ça nous a beaucoup questionné sur, à ce moment-là, ces prises de conscience dont je vous ai parlé en introduction, sur la dette, sur l'environnement, sur le sens qu'on donne à notre action, sur je dirais le rôle de l'entreprise est venu nous frapper de plein fouet avec ce confinement, avec ces questions de sens qui se sont posées de manière beaucoup plus aiguë. Et on s'est dit, en fait, c'est peut-être comment en fait l'entreprise va ressortir de cette épreuve-là, si on se replace il y a 2 ans et le début du confinement. Et on a posé à ce moment-là, en fait, après quelques mois de réflexion, une stratégie qui a eu la volonté d'aller encore plus loin dans cette stratégie-là et se dire en fait, c'est pas juste nos impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, c'est pas juste un truc qu'il faut qu'on mesure et qu'il faut améliorer, c'est quelque chose qui doit être au cœur de notre stratégie. Et notre stratégie, on l'a résumée dans ce slide à l'époque, qui date maintenant d'il y a 1 an et demi, qui était d'abord d'être exemplaire d'un point de vue social et environnemental pour devenir une référence afin justement de créer un nouveau paysage, un nouvel écosystème d'entreprises dans lequel on va pouvoir être un fournisseur responsable, dans lequel on va pouvoir accompagner en fait nos clients, dans lequel on va pouvoir contribuer entre entreprises ayant des valeurs partagées. Et puis attirer des talents, en particulier celles et ceux qui ont envie de donner plus de sens à ce qu'ils font. Et ça a été une démarche qu'on a du coup verbalisée ainsi et qu'on a pu concrétiser par un outil qui s'appelle la société à mission, qui est en fait un statut de société. La société à mission, c'est un statut qui est conféré depuis la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance de la transformation d'entreprise qui date de 2009, et qui a proposé en fait justement de ne pas de pouvoir inscrire dans les statuts de l'entreprise. Jusque-là, une entreprise avait à peu près que pour but statutairement d'être rentable et de nourrir ses actionnaires. Et l'objectif de la société à mission, c'est de pouvoir inscrire dans ses statuts ces objectifs sociaux et environnementaux et se donner les moyens de les piloter, de les mesurer, de les piloter et de mettre une gouvernance qui va avec. Et c'est-à-dire que la vocation de l'entreprise ne soit pas que financière, mais soit également sociale et environnementale et qu'elle se soit inscrite en dur dans ses statuts. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc en 2021, on est devenu société à mission. Il a fallu définir une raison d'être. On l'a défini ainsi, c'est-à-dire mettre le numérique, puisque c'est notre métier, et l'influence de l'entreprise au service de la transition sociale, économique et écologique. Il a fallu définir des causes pour lesquelles on allait lutter, et elles sont ici: le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, les inégalités, on en a parlé en introduction, l'égalité des gens, la diversité, l'inclusion, la justice sociale. Alors tout ça, c'était un truc un peu, on va dire, des bonnes intentions, et il a fallu les concrétiser dans nos statuts en objectifs. Et nos missions, en fait,
On les a définis dans nos statuts pour intégrer nos missions au service de ces causes-là. Et nos missions, c'est les suivantes. C'est donc de sensibiliser notre écosystème aux causes que nous défendons, ce que je fais un peu aujourd'hui, ce qu'on fait aussi lors des ateliers, ce qu'on fait dans toutes les conférences dans lesquelles on intervient. C'est de mesurer et d'améliorer de façon continue nos impacts sociaux et environnementaux. C'est de former nos salariés aux impacts environnementaux du numérique et à la sobriété numérique et à l'éco-conception, et ensuite de mettre en pratique toutes ces bonnes pratiques dans nos prestations, qu'elles soient d'accompagnement, d'assistance technique et de développement, puisque c'est notre métier. Et donc c'est d'intégrer en fait à notre métier cette vocation sociale et environnementale. Et on n'a pas fait que ça, on doit, grâce à la société mission, on a pu aussi en définir une façon de le gouverner. C'est-à-dire qu'on a rajouté des indicateurs de gouvernance à l'entreprise. Le pilotage de l'entreprise n'est plus fait que par des indicateurs financiers, mais également par des indicateurs sociaux et environnementaux. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une triple comptabilité, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on ne va pas uniquement sortir un bilan financier qui sera validé par un CAC, un commissaire aux comptes, mais également un bilan social et environnemental. Et puis on a mis en place un comité de mission qui est un comité de parties prenantes externes où on y a intégré toutes nos parties prenantes externes, je les ai listées ici sur ce slide, en bas du slide, et à qui on rend des comptes et qui nous challenge sur nos actions afin de pouvoir à qui on rend des comptes sur nos actions sociales et environnementales, sur nos indicateurs, et afin qu'ils nous poussent à être plus vertueux et à du coup gouverner l'entreprise encore une fois et sa stratégie et ses actions par cette boussole-là. Le pendant, en fait, on en parle beaucoup parfois dans les médias, si vous suivez ça, c'est au niveau national, beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas réduire la santé d'un pays à son PIB, que c'est le prisme, encore une fois, exclusivement économique et financier, est un prisme qui aujourd'hui déformé, ne correspond plus à la réalité, à la fois compte tenu des attentes des citoyens, mais aussi compte tenu de l'urgence, et surtout de l'urgence climatique, écologique, et ce problème, et cette question des limites planétaires. Donc, nous, on n'a pas attendu que ça se passe au niveau je dirais, de la gouvernance du pays. On s'est dit, déjà, faisons-le au niveau de la gouvernance d'une petite entreprise comme Epsilon et voyons comment ça fonctionne, et c'est ce qu'on fait. Et je dirais que, pour conclure, puisque il est 30, c'est dingue, je vais tenir le temps. Pour conclure, parce qu'il est 30, cette société à mission, ce qu'elle a permis de faire, c'est que avant, on avait, je pense, on a toujours eu des valeurs très fortes. On avait une activité qui était une activité d'entreprise de services numériques autour de laquelle on avait une stratégie RSE qui nous permettait d'améliorer nos impacts sociaux et environnementaux, de voir nos externalités et de tenter de les améliorer. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, en fait, on a inversé le truc, c'est-à-dire qu'on pouvait voir l'entreprise avant comme une entreprise justement traditionnelle avec ses objectifs financiers, et puis autour, on va dire un peu de décoration ou des guirlandes, mais pas que, parce qu'il y avait quand même des vraies choses, mais une volonté d'améliorer les aspects sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, la vocation de l'entreprise est de servir notre cause, et la vocation de l'entreprise et sa raison d'être est d'être au service de la transition sociale et environnementale. Et c'est l'activité qui vient autour pour servir ce dessin-là. Et cette inversion, en fait, de l'équilibre de ça, on va parler de changement de paradigme quand on parle un petit peu dans le vocabulaire de 2022, et vraiment ce que nous avons opéré après le Covid et depuis qu'on a repris l'activité, depuis que l'activité est repartie, de se dire on ne peut pas traverser cette crise-là qui nous a tous peut-être encore plus éveillés sur ces sujets-là, sur cette conscience écologique et sociale. Et donc on a mis au cœur de la raison d'être de l'entreprise nos objectifs, et désormais c'est toute l'activité et le métier de l'entreprise qu'on veut mettre au service de ces causes-là. C'est pas non plus quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est pour ça qu'on met une gouvernance qui va avec pour l'accompagner, c'est pour ça on parle de transition. Mais cette transition, on l'opère depuis maintenant quelques années, et de manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire depuis l'année dernière. Et c'est ce que je voulais pouvoir partager avec vous. Et c'est surtout
ce dont je souhaiterais pouvoir débattre, puisque mon temps de parole est désormais atteint, et je suis surtout très curieux de pouvoir avoir vos questions et peut-être vos interprétations, et de nourrir le débat sur ce sujet. Donc je vous laisse la parole, puisqu'il est 33. Putain, j'ai tenu le timing, c'est dingue. Alors déjà, je vous demande de rallumer les micros parce qu'on va se sentir beaucoup moins seul de ce côté-là de la caméra. Et après, est-ce que vous avez des questions, des interpellations, des remarques pour venir nourrir ce débat? Moi, je me lance, allez. Merci. Moi, j'ai une question pour toi, Franck. Donc là, tu nous as expliqué comment ça s'est passé pour toi, donc en tant que chef d'entreprise. Quand on n'a pas cette position de chef d'entreprise et qu'on est salarié, et pas forcément dans l'échelle hiérarchique qu'on connaît classique, assez haut pour avoir des décisions impactantes, comment on fait pour agir et comment on fait, comment on fait quoi? Alors, moi, j'ai pas de réponse absolue, et j'ouvre j'invite chacune et chacun à répondre à l'interpellation de Marie-Lou, hein. Je vais donner moi ma vision des choses, mais je pense que il faut trouver des alliés. On parle de hacking au sein de l'entreprise, mais je pense qu'il faut essayer de gagner par de la sensibilisation, par de l'interpellation, est une bonne chose. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que je peux donner par exemple l'exemple de l'aéroport où tu travailles, Yannick, d'ailleurs, et qui est ici, que je vois là, qui est là. Et l'aéroport moi, la fresque du climat dont on a parlé, il se trouve que c'est un outil assez puissant, c'est celui qui a vraiment provoqué notre prise de conscience chez nous. Je suis devenu animateur, je suis référent pour le territoire de l'association, et j'ai été amené à animer des fresques à la mairie de Nice de façon assez ouverte par rapport aux parties prenantes de la mairie de Nice. Il se trouve que l'année dernière, j'ai animé une fresque à la mairie de Nice à laquelle a participé une personne qui est en apprentissage dans le groupe développement durable, dans l'équipe développement durable de l'aéroport. Cette personne-là a trouvé l'atelier super, elle est revenue à l'aéroport, elle a dit à sa chef: il faut qu'on arrive à convaincre notre hiérarchie de la propager à l'intérieur de l'organisation. Donc la directrice développement durable a convaincu le COMEX de faire une fresque. Ils m'ont demandé de venir la faire, je l'ai faite. Et ils ont décidé de lancer un programme de déploiement en interne grâce à cette séquence-là, au moins de la fresque. Ça ne veut pas dire, encore une fois, et c'est pour ça que je parle de l'aéroport, ça reste quand même une industrie extrêmement pointée du doigt, qui doit vraiment réfléchir à sa transition, et qui le fait, en tout cas ils vont tenter de le faire, mais ils n'ont pas eu peur, en fait, en voyant la puissance de l'outil et le côté, je dirais, à la fois scientifique et imparable de la conclusion, qu'il fallait quand même agir, et ils s'en sont saisis, et c'est parti vraiment de quelqu'un qui a assisté à une fresque, et elle est apprentie, hein, là-bas, Marina, la personne qui a fait ça. Et c'est monté jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils ont été formés, toute l'équipe développement durable, animation de la fresque, et ils vont pouvoir le déployer. C'est un exemple. Je ne sais pas où il mènera. Il est en cours, c'est un chemin. Mais c'est un exemple. Et je pense que c'est des actions de sensibilisation par un peu capillarité qui peuvent relayer ce discours-là depuis l'extérieur. Moi, je me rends compte que, étant justement, par rapport à l'outil de la fresque du climat, par exemple, sollicité de plus en plus par les entreprises, y compris les entreprises qui sont extrêmement émettrices en CO2, en gaz à effet de serre, et qui sont extrêmement polluantes, je crois qu'il y a une volonté, en fait, il y a un vrai sens de l'histoire, comme un jeu un peu de qui est-ce, quoi, c'est-à-dire faire tomber les têtes petit à petit pour convaincre le plus grand nombre, mais derrière atteindre un point de bascule pour remonter jusqu'au plus haut de l'entreprise. Après, je ne sais pas si d'autres ont des remarques complémentaires ou de leur propre expérience à partager.
Ça te semble possible, toi, Marie-Lou, d'adresser le sujet de cette façon-là chez toi? Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, comme tu le sais. Oui, oui, j'essaye. Après, pour aller encore plus loin dans cette question, une fois que la sensibilisation elle est faite, parce que là tu dis ça passe par de la sensibilisation, c'est un peu Ouais. la première brique. Est-ce que du coup tu sens que derrière il y a vraiment l'action qui est enclenchée? Parce que c'est pas aussi évident d'avoir tout de suite l'action derrière la sensibilisation. Et du coup, qu'est-ce qui verrouille l'action? Une fois que les gens ont compris, le COMEX a compris, ok, et ils voient la conclusion de la fresque. Et qu'est-ce qui fait qu'il va pas passer à l'action? Pourquoi il passe pas à l'action et comment faire pour Comme toute transformation, elle se heurte à des résistances. C'est-à-dire accepter à un moment au niveau de l'ensemble du COMEX que les futures énergies propres, le fait que la technologie va permettre de faire voler les avions de manière sobre, ou en tout cas de manière, on va dire, bas carbone. Euh, et, et le propos a été non pas de les brusquer, mais de dire on peut attendre ça, mais de toute façon, ça doit forcément se combiner par une réduction de l'activité et par une réduction, et donc d'aller de cesser de vouloir accroître cette industrie, enfin de cesser de penser que cette industrie elle a une croissance infinie. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fini par entendre. De là à ce qu'ils puissent le mettre en œuvre, je ne sais pas ce que ça donnera, c'est pour ça que je dis j'en sais rien. Les réticences, elles peuvent être justement par rapport à un problème d'intérêt. Et puis les réticences, elles sont surtout dans le sentiment qu'en fait, y a plein de raisons de ne pas faire. J'ai pas intérêt à le faire, c'est trop tard, pourquoi j'attends que les autres le fassent. Euh, et puis, en fait, j'y crois pas, je crois pas que c'est possible, j'ai pas le courage, c'est la base du truc. Il y a un truc qui est imparable, hein, c'est que je redonne cet exemple parce qu'il est assez récent, je l'ai fait la semaine dernière, la fresque au COMEX. La première question que j'ai eue de la part du président de l'aéroport, c'était de savoir si est-ce qu'on est qu'on est sûr en fait du sérieux des mecs du GIEC. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite une réticence, mais à la fin, il a signé le fait que le déploiement allait se faire sur l'ensemble des salariés, convaincu qu'il fallait le faire, parce que encore une fois, quand on pose la connaissance, elle est suffisamment, en fait, elle fait consensus et elle est suffisamment, parce que je pense que la résistance, elle est liée au fait que ça semble être une telle tâche insurmontable, et elle est liée aussi à un manque de connaissances. Et donc si on redistribue ça, on va peut-être avoir un peu plus de gens qui vont être volontaires, un peu plus de gens qui vont avoir qui vont avoir la volonté de bouger, et trouver les ressources justement pour que ça bascule. Mais moi, je ne vois que ça, et une espèce de... Ouais, c'est une lutte. C'est une lutte continuelle. Je sais pas si je vais oser citer le mythe de Sisyphe qui a été repris par Mélenchon dimanche soir, mais c'est vrai. Voilà, c'est une lutte continue. Le rocher tombe retombe au fond du ravin. Ben, on se remet derrière et on le remonte. C'est parce que jusqu'à ce que ça... Et plus on va continuer de le faire, plus ça le fera. Mais je crois qu'il y a besoin de cette ténacité, et il y a surtout besoin, encore une fois, de cette connaissance qui permet aux personnes de passer à l'action. Après, j'ai pas de meilleure réponse à ce stade-là. Non? Je vous remercie pour votre participation. Il est 12h44, donc c'est très bien. Je vous remercie pour votre participation. Je ne sais pas. Très bien. De réflexion. Et c'est le mois prochain. Et c'est le mois prochain, pareil, mi-mai. Très bien. On est toujours dans des lives à la moitié du mois. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et portez-vous bien.